Mais quelle idée de s'intéresser à des contes de fées? Je ne suis plus une enfant, enfin officiellement. Et puis, les contes de fées ont été faits pour se distraire. Donc, ils ne peuvent pas aborder des problèmes profonds qui se rapportent à des difficultés psychologiques, par exemple. Pourtant, les contes de fées sont, depuis la nuit des temps, le produit de l'imagination de nombreuses personnes, voire de tout un peuple. Ils sont même la mémoire des rêves de l'humanité. Les personnages de contes de fées sont des représentations typiques exprimant depuis l'aube de l'humanité nos fascinations. Le psychanalyste Jung a essayé de trouver, par l'entremise des personnages de contes de fées, un accès à une expérience intérieure. La comprendre revient à se comprendre soi-même. Alors oui, les histoires, les contes de fées soignent. Elles ont même un immense pouvoir. Elles engendrent des questionnements, des compréhensions, des émotions qui ramènent à la surface des kyrielles d'étoiles. Bon, mais pourquoi j'ai choisi le conte de Vassilissa? Parce que de la même manière que j'apprécie l'enseignement d'Étienne Grobler, qui travaille au mariage des polarités féminines et masculines, et à la reconnaissance du féminin divin créateur, ce qui m'a intéressé dans ce conte, en dehors du thème de l'intuition, c'est la relation créative entre la merveilleuse et la mer obscure. Et je cite à cette occasion le travail de Sibylle Birkhäuser-Oeri dans le livre « La mer dans les contes de fées ». Pour pouvoir devenir totalement elle-même, la femme a besoin d'une image de la totalité féminine, ou d'une déesse qui n'incarne pas seulement les aspects lumineux. C'est ainsi qu'elle peut se protéger d'un idéal féminin et maternel trop unilatéral. Ça me paraît fondamental. Si elle ne connaît pas la mer obscure en elle, elle court le risque de s'identifier à ses aspects lumineux uniquement et de vivre son côté destructeur de manière inconsciente et ainsi succomber à son emprise, ce qui est très dangereux pour elle et pour les autres. Jung disait « Les femmes aspirent beaucoup plus à la totalité qu'à la perfection recherchée par les hommes. » Merci. Eh bien bonjour pèlerins, bonjour pèlerines. Nous sommes le 6 août 2023. J'ai passé le cap de la pleine lune, donc importante pour moi puisque je suis une lionne ascendant Gémeaux. Et puis je vous partage ce travail avec un peu de retard parce que en fait j'ai fait plusieurs versions qui ne me convenaient pas, donc j'ai recommencé et j'ai recommencé et j'ai recommencé. Donc j'espère que vous allez bien, sinon que vous n'avez pas trop chaud. Ici en Charente-Maritime on a de la chance, le temps est resté modéré. Bon, on attend une période de canicule, mais jusqu'ici tout va bien. Alors voici la troisième des 4 vidéos sur le thème de Baba Yaga. La suivante devrait suivre plus rapidement. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Alors, au préalable, je précise que je ne suis pas une analyste. J'ai fait une analyse et le travail analytique m'intéresse en tant qu'outil de guérison, au même titre que d'autres, comme la peinture, le tarot, la lecture, et puis la connexion à la nature. Alors, cette analyse est basée sur la lecture de 3 autrices jungiennes, donc Clarissa Pinkola Estes, qui a 78 ans, Marie-Louise von Franz et Sibylle Birkhäuser-Oeri, dans son travail sur la mer dans les contes de fées, notamment.
Donc l'autrice Michel Febvre-Jussieu m'a surtout en fait permis de compter en le commentant pour lui donner d'emblée de la perspective. Mais je n'ai pas repris son analyse qui est très intéressante, qui aurait brouillé un peu les pistes dans ce type de format. Donc, pour commencer, j'aimerais partager brièvement la différence que j'ai perçue entre les analyses respectives de Clarissa Pinkola-Estés et puis Marie-Louise von Franz. Clarissa Pinkola-Estés met en relief l'importance de la psyché instinctive, profonde, dans l'archétype de la femme sauvage, qui est pour elle la source du féminin, tout ce qui est de l'ordre de l'instinct des mondes visibles et invisibles. Elle est l'âme féminine, le fondement, la source. Tous les savoirs innés dont nous avons besoin pour vivre. Pour elle, une femme en bonne santé est comme une louve, robuste, pleine de vitalité, consciente de ses rythmes, de son territoire, inventive, active, loyale, bref, habitée par sa nature sauvage, mais d'une manière tranquille. Dans ce regard, le conte de Vassilissa traite de la transmission de l'intuition dans la lignée féminine et de son rétablissement dans la psyché féminine. L'intuition, pour elle, c'est la femme qui sait, celle qui sent, qui est en alerte, qui a des milliards d'yeux, celle qui voit loin, qui entend tout. La voix qui dit « par ici », par ici. Clarissa Pinkola-Estés parle d'un réveil de l'intuition. Cela veut dire qu'elle a toujours été dans la psyché féminine, mais qu'elle a été égarée car rejetée par l'évolution de notre civilisation, la civilisation judéo-chrétienne, puisque c'est la place d'où je parle. Et puis, elle a finalement été inutilisée au fil des générations. Mais dans la psychologie jungienne, ce qui est perdu dans la psyché y demeure, et donc peut être retrouvé. Dans son livre « Femme qui court avec les loups », et pour ce conte, le déroulement des événements représente un processus initiatique qui se déroule étape par étape à la lumière de l'intuition et qui en construit l'expérience et la relance donc. Elle énonce 9 étapes initiatiques. Pour Clarissa Pinkola-Estés, Baba Yaga y représente la nature instinctive déguisée en sorcière. Chaque personnage du conte représente une partie de notre psyché. Et ça, c'est important, je trouve. Alors, en ce qui concerne Marie-Louise von Franz, et d'après ce que j'en ai compris, l'analyse est un peu différente, dans le sens où l'intuition est un outil, mais il n'est pas le seul. Et par ailleurs, elle met l'accent sur la nécessité d'ancrer les instincts dans la conscience. Pour Marie-Louise von Franz, ce conte décrit avant tout un chemin d'individuation dans la psyché féminine particulièrement, par la confrontation personnelle avec l'obscur, qui en fait est l'obscur en soi. C'est descendre dans son ombre pour identifier ses besoins, ses désirs, ses fantasmes, pour devenir actrice singulièrement. Être dans un mouvement qui élargit notre féminin, en y mettant un peu une énergie yang équilibrée qui nous protégera. Pour elle, Baba Yaga, c'est l'obscur, la nature, la déesse nature, car l'inconscient est la nature dans l'être humain. Alors, on en arrive à l'analyse de ce conte. Au début du conte, la mère de Vassilissa meurt et lui transmet une poupée qui lui vient de sa mère et dont elle dit qu'elle est sa bénédiction. Sur le plan psychologique, cette étape du conte relate un lent processus de maturation dans lequel peu à peu la figure maternelle protectrice
à son cœur défendant, nous empêche de nous aventurer dans les bois pour éventuellement rencontrer le loup. Alors, au moment de la préadolescence, on aura besoin de développer une mère intérieure plus avisée, celle qu'on appelle l'intuition. Et c'est pourtant bien la merveilleuse qu'on voit à ce moment-là comme l'empêcheuse qui va nous la donner, en la sortant de dessous sa couverture, en chuchotant. Tiens, c'est une poupée qui me vient de ma mère. C'est ma bénédiction. Cette poupée, c'est un don sacré, l'héritage instinctuel ancestral du féminin pour Clarissa Pinkola Estés, qui représente l'intuition, un être magique de la taille d'une poupée qui habite le territoire psychique de notre femme intérieure. Pour Marie-Louise von Franz, elle représente l'essence la plus profonde de la figure maternelle. Sur le plan symbolique, la bénédiction, c'est ce qui élève la mère au rang de la déesse. C'est la déesse mère nourricière, c'est une figure féminine positive, dans le sens protecteur. Mais elle ne peut faire plus. Et heureusement. Néanmoins, on perçoit bien ici le rôle actif de cette mère positive, la trop bonne mère pour Clarissa Pinkola Estés, dans son rôle de transmission. Aussi, pour continuer à nous développer, on va finalement s'aventurer dans la forêt sauvage pour aller trouver une autre mère intérieure, professeure, gardienne, mais féroce et exigeante, dangereuse. Baba Yaga. Le processus d'initiation, qui est un processus d'individuation, peut alors commencer. Mais paradoxalement, il commence dans le conte par une période d'esclavage, de Vassilissa, qui représente la suradaptation par l'amabilité. Par exemple, on est devenu une femme qui s'est sacrifiée pour ses enfants, une maîtresse de maison et épouse émérite, et c'est très respectable, mais qui n'est plus connectée à ses besoins et qui a perdu sa personnalité. C'est ainsi qu'on fait l'expérience que se conformer au désir de l'autre ne permet pas pour autant d'être heureuse, et pire, il éloigne de qui l'on est, et produit une tension en nous, un mal-être, pour certaines même la mort imminente du soi, qui crée un burn-out. Clarissa Pinkola Estés nous dit que c'est dans ces moments que la femme perd ses soutiens psychiques et qu'elle devient profondément vulnérable, parce qu'elle perd sa connexion à ses besoins profonds. Et c'est un moment où elle devient une proie idéale pour les prédateurs. En tout cas, entre ce moment de tension entre Vassilissa et les sèches, le feu s'éteint. Du coup, Vassilissa s'aventure dans la rencontre avec la méchante sorcière. Et l'on arrive dans cette partie du conte où Vassilissa pénètre dans la forêt sombre et supporte le risque et le danger grâce à sa poupée, le don de sa mère. Vassilissa apprend à alimenter sa propre intuition en s'adressant à sa poupée pour décider de la direction à prendre. Se relier à son intuition fait naître un profond sentiment de confiance en soi, nous permet de retrouver et de développer une conscience animale précognitive, nous dit Clarissa Pinkola Estés. Comment est-ce qu'on nourrit sa poupée? En lui prêtant l'oreille. Et nourrir sa poupée est un cycle essentiel de l'archétype de la femme sauvage, nous dit Clarissa Pinkola Estés. On en arrive à la rencontre avec la sorcière Baba Yaga. C'est la 4e tâche initiatique qui est décrite par Clarissa Pinkola Estés. Faire face à la vieille sorcière sauvage, ou donc à l'obscur pour Marie-Louise von Franz. Et il y a ici
des éléments importants à prendre en compte. D'abord la symbolique de la maison, qui représente l'espace psychique, habité, animé, vivant. Et puis aussi la manière dont Vassilissa rentre en relation avec Baba Yaga, sans manière, avec courage. Et l'on comprend ici qu'être fort ne signifie pas arborer une puissante musculature en disant « même pas peur », mais plutôt parvenir à se supporter sans s'enfuir. Et j'en reviens à Marie-Louise von Franz, qui indique que pour qu'elle soit initiatique, cette confrontation se doit d'être une confrontation engagée. Il faut y mettre du soi, à sa mesure, mais surtout sans phare, sans pirouette. L'intellect est insuffisant. Il faut du courage parce que l'on peut avoir mal et l'on peut avoir peur. Cette confrontation avec l'obscur demande de la discipline, de la patience, de la persévérance. Il est nécessaire que cette confrontation soit proportionnée à nos possibilités. Quel degré de l'obscur puis-je me permettre de voir sans perdre l'appétit de vivre? D'où l'importance, peut-être pour certaines, d'être aidées. On en arrive au moment où Vassilissa énonce clairement l'objet de sa visite, obtenir du feu, et où Baba Yaga consent sous condition de réaliser des tâches, de nettoyer d'abord, de nourrir et de trier ensuite. On peut dire que symboliquement et dans un premier temps, Baba Yaga apprend à Vassilissa à prendre soin de la maison du féminin sauvage ou du féminin sacré. Toujours sur le plan symbolique, laver, c'est le rituel de la purification. On pense par exemple au baptême. Ce faisant, elle nettoie la persona, le masque, qui éclipse sa personnalité. Avec le balayage, on pense donc au balai qui était fait de branches d'arbres, peut faire référence donc à la reconnexion avec les éléments. Faire la cuisine à Baba Yaga, c'est donc nourrir sa nature instinctive. Comment? En faisant du feu. Le feu de la passion, le feu créateur. Et Vassilissa est aidée dans la réalisation de ces tâches par son intuition. Ensuite vient la tâche de trier les grains de blé. Les grains de blé sont liés à la symbolique de la terre-mère. La symbolique du blé est rattachée au mystère de la vie et de la mort, de la transformation. Le grain de blé, s'il meurt, tombe en terre et donnera de nombreux fruits. Trier, c'est discriminer. Trier le bon grain de l'ivraie, faire la différence entre ceci et cela. Distinguer en soi, mais aussi chez l'autre. Identifier son besoin, préciser sa pensée. Et pour Clarissa Pinkola Estés, c'est la poupée, ou donc l'intuition, qui se charge de ces tâches. Elle cite l'exemple bien connu, si l'on pose une question au coucher, bien souvent on a la réponse au matin. C'est utiliser les énergies de l'animus avec les possibilités créatrices de notre polarité féminine. Pour Marie-Louise von Franz, trier, c'est d'abord essayer de prendre pleinement conscience d'une situation pour discerner ce que signifie tel ou tel aspect. Par exemple, je me sens coupable, je me sens jalouse, je me sens agressive, je reconnais que j'ai envie de le tuer, j'ai envie de lui en foutre une. Identifier tel fantasme, telle projection sur l'autre. Critiquer une telle en disant « mais t'as vu comme elle est prétentieuse ?» parce qu'en réalité, on ne supporte pas son assurance apparente qu'elle semble avoir et qui nous manque. Trier, c'est aussi rectifier pour élargir sa conscience, pour changer de place. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis en train de lire un livre qui est un livre particulièrement passionnant. En tant qu'analyste, Marie-Louise von Franz indique
que là où il faut aider un homme à préciser ses émotions, il faut aider une femme à préciser sa pensée et développer son sens critique. Trier, c'est également être aussi humblement consciencieux que possible, en évitant l'inflation des jugements catégoriques. Car à ce moment, le diable nous dira qu'on n'est pas à un grain près. Et alors, nous serons piégés. Trier, c'est comprendre ce qui est bon pour nous, pour apprendre à être bienveillant envers soi-même, respecter son intégrité et la cultiver. C'est prendre soin de sa nature profonde, sa nature sauvage, nous dirait Clarissa Pinkola Estés. On en arrive au moment où Vassilissa pose des questions et où Baba Yaga répond que poser trop de questions fait vieillir prématurément. Ce que Clarissa Pinkola Estés appelle interroger les mystères. Comme souvent dans les contes, la curiosité des enfants y est sanctionnée. Ici, il y a plusieurs aspects. D'abord, Baba Yaga protège soigneusement ses secrets, comme l'inconscient protège soigneusement ses secrets. Mais aussi comme la déesse mère protège ses secrets derrière le voile. N'oublions pas que, donc, dans le conte, Baba Yaga personnifie l'ombre. Et la seule voie qui est ouverte est la confrontation personnelle avec l'ombre, par le cheminement, l'infusion qui fait le bon thé, et la maturité suffisante dans l'équilibre. La curiosité gratuite est inadaptée. L'engagement et l'honnêteté sont nécessaires. Devenir conscient, aborder des vérités intérieures exige en quelque sorte une éthique, nous dit Marie-Louise von Franz. Clarifier ses motivations fait partie du chemin. Par ailleurs, comme on le verra ensuite, il vaut mieux pour nous ne pas forcer la voie, ne pas charger la barque d'un poids qu'on ne saurait assumer. Le dialogue intérieur avec soi est nécessaire pour comprendre et décider dans quelles limites agir. Car même une attitude juste et consciente ne peut empêcher la souffrance et ne peut empêcher de se faire submerger. Une vérité assénée peut avoir des effets destructeurs. On en a tous fait l'expérience. Les réponses de Baba Yaga concernant les cavaliers sont des références alchimiques. Le jour, la nuit, le soleil figurent le passage par la mort et par la naissance du soleil intérieur, nous dit Marie-Louise von Franz. Le soleil levant est une image de la naissance intérieure du soi. Pour les couleurs, je vous renvoie à la symbolique alchimique, parce qu'autrement on n'en finirait pas. Il y a d'autres références alchimiques dans ce conte, avec notamment le mortier, le moulin. Et enfin, lorsqu'elle dit au sujet des cavaliers, ce sont mes fidèles serviteurs. On comprend le rôle de la vilaine sorcière, qui sous son aspect effrayant, préside aux opérations du grand œuvre intérieur. Aussi, Vassilissa aurait envie de poser des questions sur ce qu'elle a vu à l'intérieur de Lisba. Les trois paires de mains. Et Vassilissa est mise en garde par la poupée, car cela concerne de trop près l'essence de la sorcière. Les trois paires de mains, nous dit Marie-Louise von Franz, renvoient à l'ombre abyssale de Baba Yaga, que l'on ne peut que regarder avec horreur si on y parvient et puis s'en détourner. Cela nous renvoie à la cruauté, à l'esprit sanguinaire, à la destruction. Et comme Baba Yaga se conduit exactement comme les humains, on peut penser que son ombre, c'est l'ombre de l'humanité. Autant qu'elle est notre ombre, notre inconscient, également sur un plan individuel. Cette ombre que nous projetons pourtant dans la figure du diable. Donc l'ombre, c'est donc aussi
le mystère de la nature qui tue cruellement et qui donne naissance aux plus belles choses. C'est une réalité sublime et terrifiante. C'est l'horreur sacrée. Ce qui nous renvoie à la déférence face à l'immensité du mystère. C'est une réaction purement instinctive que la crainte révérentielle sacrée. Et il est bon de reconnaître l'aspect positif du silence devant le mystère, car c'est aussi une façon de se protéger. Si je veux rester humain, je dois en quelque sorte me voiler la face, à chacun de savoir ce qu'il peut supporter du poids commun d'abord, parce que cela fait référence également à l'inconscient collectif, à notre société, mais également à nous-mêmes. Parce qu'on supporte beaucoup mieux le spectacle d'une souffrance auprès de laquelle on peut apporter de l'aide quand il s'agit d'autrui ou pour nous-mêmes lorsque l'on peut être acteur. On en arrive à l'expulsion de Vassilissa et au don du crâne, le crâne aux yeux ardents. Baba Yaga recule-t-elle devant la bénédiction par le fait qu'elle est le don de la merveilleuse? C'est une question qui reste ouverte. Moi, je la comprends comme une représentation du clivage. Donc ça n'engage que moi. La lumière d'un côté, l'obscur de l'autre. La douceur de la femme capturée ici, la puissance féminine sauvage, indomptée là-bas. Toujours est-il qu'elle préfère se tenir éloignée du territoire de la merveilleuse et de ne pas cohabiter. Après le don de la merveilleuse, voici venir le temps du don de la mer obscure. C'est le don du crâne aux yeux ardents. Le premier don lui permet d'arriver jusque chez Baba Yaga. Le deuxième don lui permet de repartir chez elle. Tous deux sont des guides, mais ils n'agissent pas de la même manière. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des crânes qui mènent à l'isba de Baba Yaga? D'aucuns diraient que ce sont les restes des humains qu'elle a dévorés. De par sa connaissance des rituels familiaux anciens, Clarissa Pinkola Estes indique que le crâne fait référence à la parenté avec nos ancêtres et par là même au souvenir du savoir. Il est associé à un rituel de parenté des anciens, avec la croyance que les os des anciens sont habités par leur connaissance immémoriale et que le crâne en question est considéré comme le dôme qui abrite une partie de l'âme du défunt. Pour Marie-Louise von Franz, le crâne contient la connaissance de l'obscur. C'est, sur le plan symbolique, la connaissance, la conscience et sa constellation. Alors, la conscience, c'est-à-dire la connaissance acquise par Vassilissa, mais ce sera aussi la mauvaise conscience, celle qui consume les deux filles et la marâtre. Vous savez, cette situation où on peut avoir l'impression qu'on est observé par un œil invisible qui est en réalité notre mauvaise conscience. Parce qu'elle a acquis dans la confrontation avec l'ombre une connaissance de l'obscur qui devient en quelque sorte éclairante et qui devient du même coup son bouclier, on pourrait dire qu'elle est porteuse d'une lumière, d'une conscience qu'elle constelle chez les autres. Mais ça veut dire aussi, comme le dit Marie-Louise von Franz, que le mal à l'intérieur de nous reconnaît le mal à l'extérieur de nous. Plus on a contemplé son visage dans son miroir intérieur, plus on a regardé en face sa propension à la haine, à la jalousie, etc. Plus on est capable de les décoder chez les autres, de les reconnaître et donc de s'en protéger, chacun à sa manière. Le crâne
éclairé, éclairant, reprojette l'ombre et ne pardonne rien. Il éclaire crûment nos failles et nos trésors. Et cette connaissance-là, nous dit Clarissa Pinkola Estés, est la plus difficile à assumer. Cette connaissance réduit en cendres l'aspect négatif de notre psyché. Et pour conclure, à la manière de Clarissa Pinkola Estés, je dirais que cette lumière, c'est celle que nous, les femmes, nous portons sur le front. À bientôt!